on a tendance à utiliser beaucoup de médicaments sans pouvoir autant connaître les indications, les effets secondaires, le métabolisme, la pharmacocinétique. Donc je demande à tous les médecins ici présents, vaut mieux utiliser très peu de médicaments qu'on maîtrise parfaitement en matière d'indications, d'interactions médicamenteuses, d'effets secondaires, qu'utiliser des médicaments nouveaux dont on ne connaît absolument rien du tout et on n'a pas le recul. Alors là, j'ai tenu quand même, on avait dit que c'est pour les pharmaciens, c'est ça, mais il y a des médecins, donc on va essayer de satisfaire les deux composantes. Allez-y. Ça m'a tué, les images m'ont tué, donc j'ai perdu un peu de mon calme. Il est où le... Ah, il est là. Ah, voilà, il est là. Alors, dommage, l'image n'est pas assez elle doit occuper normalement tout l'écran. Donc, avant de parler des antihistaminiques, de leur indication, de leurs effets secondaires éventuellement, de tout ce qui concerne la pharmacocinétique, on va essayer de rappeler rapidement ce qu'on appelle l'inflammation IgE-dépendante. Toutes les maladies allergiques sont sous-tendues par une inflammation dite IgE-dépendante, ça veut dire c'est les IgE, les immunoglobulines E, qui sont si vous voulez, la cheville ouvrière en guillemets de cette inflammation IgE-dépendante. C'est le pivot sur lequel va s'articuler toutes les composantes de l'allergie et de l'inflammation IgE-dépendante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui peut venir ici? Alors vous avez ici schématisé, ici vous avez schématisé une muqueuse respiratoire, elle peut être une muqueuse nasale, muqueuse pituitaire, ou bien une muqueuse respiratoire des voies aériennes sous-glottiques. Et c'est un épithélium pseudostratifié cilié, et là vous avez ce qu'on appelle des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, c'est des cellules présentatrices d'antigènes. Quand on dit cellules présentatrices d'antigènes, ça peut être des macrophages, ça peut être des cellules dendritiques. Alors les cellules dendritiques prennent naissance, comme les macrophages, au niveau de la moelle osseuse, elles diffusent dans le sang, et elles viennent infiltrer la muqueuse respiratoire pour tisser un réseau de cellules sentinelles. C'est-à-dire elles sont là, tapis dans l'ombre, en train d'attendre l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? C'est les aéroallergènes, c'est-à-dire les allergènes qui vont être respirés, inhalés. Une fois que l'aéroallergène pénètre, se dépose au niveau de la muqueuse respiratoire, chez un sujet atopique, c'est-à-dire un sujet prédisposé à faire de l'allergie, et l'atopie est définie comme étant la proportion d'un sujet donné à se sensibiliser aux aéroallergènes de l'environnement et à produire en excès des IgE. Vous prenez deux bébés, l'un n'est pas atopique, l'autre est atopique. L'un est issu d'une famille non atopique, l'autre est issu d'une famille atopique. Ils vont être soumis à la même agression antigénique ou allergénique. L'un ne va rien faire, il n'aura aucun souci de santé. L'autre, il va se sensibiliser à ces aéroallergènes, elle va développer, son corps va développer des IgE. On va voir ce que les IgE peuvent faire comme dégâts, comme si vous voulez, comme conséquence. Et l'atopie est définie comme étant la susceptibilité ou la propension d'un sujet donné à se sensibiliser aux aéroallergènes de l'environnement, c'est-à-dire les allergènes qu'il y a dans l'air, et comme résultat, comme conséquence, production exagérée d'IgE, d'immunoglobuline E. Donc là, vous avez un sujet atopique, vous avez une muqueuse respiratoire, vous avez des cellules dendritiques qui sont là, tapis dans l'ombre, l'allergène va pénétrer, il sera capturé par ces cellules dendritiques. Les cellules dendritiques vont disséquer l'antigène, ils vont isoler ce qu'on appelle des peptides immunogènes qui vont présenter au niveau des lymphocytes TH0, au niveau du premier relais ganglionnaire enchâssé dans la muqueuse même respiratoire. Alors, les TH0, c'est des lymphocytes CD4 TH0. Pourquoi on dit 0? On dit 0 parce qu'ils ne parlent pas.
Nous, on utilise un langage. Les cellules utilisent un langage biochimique. Ils communiquent entre elles par des cytokines. Nous, on communique par le verbe, par des phrases. Si vous prenez deux jumeaux, vous les séparez. Vous mettez un dans une famille berbérophone, l'autre dans une famille arabophone. Au bout de 2 ans, l'un va prononcer des mots en berbère, l'autre il va prononcer des mots en arabe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une polarisation au départ, aucun langage, et puis soumis pendant un certain temps à du berbère ou à de l'arabe, il va produire du berbère, il va produire de l'arabe. Là, c'est la même chose. Le TH0 n'a aucun langage, n'a aucun profil cytochimique. Et au contact des peptides immunogènes qui lui ont été présentés par la cellule présentatrice d'antigènes, il va se polariser. Il va pouvoir produire un langage biochimique. Il va produire des cytokines qu'on appelle les interleukines. Alors, vous avez 2 types d'interleukines. Vous avez l'interleukine 4 et l'interleukine 13 et 5. L'interleukine 5, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recruter des éosinophiles du sang périphérique. Les éosinophiles vont venir infiltrer la muqueuse respiratoire et participer à l'inflammation IgE dépendante. Et l'interleukine 4 et 13 vont stimuler les lymphocytes B et les amener à produire des IgE que vous voyez ici. Donc là, vous voyez TH0, TH2, et puis stimulation des plasmocytes et des lymphocytes B qui vont produire ces IgE que vous voyez ici. Alors les IgE sont attirés vers des récepteurs enchâssés au niveau de la membrane des cellules cibles. Et la cellule cible de prédilection, c'est le mastocyte. Alors le mastocyte, à sa surface, il a des récepteurs qui vont attirer les IgE, qui vont s'articuler au niveau de ces récepteurs. C'est comme une serrure qui reçoit une clé. Alors là, c'est ce qu'on appelle la phase de sensibilisation. C'est une phase asymptomatique. Vous allez faire des tests cutanés allergologiques, ils seront positifs, mais le malade n'a aucun symptôme. Les symptômes, c'est-à-dire l'allergie, apparaît après un deuxième apport exogène d'allergènes. Lorsqu'il y a un deuxième apport exogène d'allergènes, les allergènes vont pénétrer, ils seront attirés par les IgE déjà fixés au récepteur à la surface des cellules cibles, parmi les cellules cibles mastocytes, et ces allergènes vont s'articuler, pontage, ce qu'on appelle un pontage, ils vont mettre un pied sur un IgE, un pied sur un autre IgE, et la fixation de ces allergènes, regardez ici, la fixation de ces allergènes, voilà l'IgE, voilà la cellule cible, et l'allergène va venir se fixer ici. La fixation de cet allergène va entraîner une modification de la perméabilité de la membrane cellulaire mastocytaire, avec comme conséquence une libération de médiateurs préformés. Parmi ces médiateurs préformés, il y a l'histamine. Et l'histamine, c'est la substance tartère. C'est elle qui va démarrer ce qu'on appelle l'inflammation IgE dépendante. Ok ? Voilà, donc, une fois qu'une allergène s'est fixée au niveau du récepteur IgE, au niveau de l'IgE déjà fixé sur un récepteur à la surface de la cellule cible mastocytaire, vous aurez 3 phénomènes. Un phénomène précoce, c'est la libération de médiateurs préformés, déjà présents, déjà dans les vésicules qui vont être libérés. Parmi ces médiateurs, il y a l'histamine. Vous avez, quelques heures après, 3 à 4 heures, libération de médiateurs lipidiques qui sont extraits à partir des phospholipides membranaires et qui vont être formés de nouveau et synthétisés de nouveau et libérés et qui vont entretenir l'inflammation. Et puis, 4 à 8 heures après, on aura la sécrétion de cytokines qui vont encore amplifier l'inflammation et être à l'origine de ce qu'on appelle le remodelage de la muqueuse respiratoire et de l'hyperréactivité de cette muqueuse. Alors ici, l'histamine, elle va générer des symptômes. Au niveau nasal, prurite intense. L'adulte, il fait ça, l'harmonica. L'enfant, il fait ça. Rhinorrhée aqueuse bilatérale et éternuement en salve. Voilà les 3 signes qui s'installent d'une manière explosive dès la minute de l'exposition à l'allergène. Sur le plan de la muqueuse respiratoire,
vous aurez sifflement par réduction de calibre de la muqueuse de la branche, des branches. Et cette réduction de calibre des branches et ce rétrécissement bronchique, il est dû au spasme de la musculature lisse péribronchique. Contraction, réduction de calibre, sifflement. Si je veux siffler, qu'est-ce que je fais? Je réduis le calibre de ma bouche. Mais si je fais ça, je ne vais pas siffler. Il faut de la turbulence pour entraîner un sifflement. Donc un rétrécissement de calibre. Donc sifflement, tout hypersécrétion bronchique. D'accord? Là j'éternue, là je tousse, là j'ai une rhinorrhée aqueuse, là j'ai une bronchorrhée. Là, secondairement après, j'aurai un œdème avec rétrécissement et difficulté à inhaler. Là, j'aurai un rétrécissement et des sifflements. C'est le même phénomène. Alors, phase aiguë, rapide, explosif, dans la minute même de l'exposition aux allergènes, qui va générer des symptômes, et vous avez une phase tardive, mise à contribution d'autres médiateurs lipidiques et des éosinophiles, et on aura surtout une vasodilatation avec œdème, et l'œdème, bien sûr, il va boursoufler la muqueuse, il va réduire le calibre des branches, réduire le calibre des fosses nasales et de la filière nasale et générer une obstruction nasale quand il s'agit de rhinite et une réduction de calibre quand il s'agit des branches. Alors nous, on va parler des antihistaminiques, c'est-à-dire les substances capables de bloquer, de contrecarrer l'action de l'histamine. Et pour ce faire, il faut des récepteurs et une substance qu'on appelle antihistaminique. Voilà ici, c'est l'histamine, juste pour savoir qu'il y a deux voies de métabolisme de l'histamine, et que l'histamine dérive de l'histidine, et l'histidine, c'est un acide aminé essentiel, dont les sources alimentaires, c'est les viandes, le soja, les noix et les graines. Et l'histamine est une amine biogénique qui est dérivée, bien sûr, de l'histidine. Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, on peut passer. Alors, il y a des récepteurs. Les antihistaminiques ne peuvent pas agir sans qu'il y ait des récepteurs. Donc, il y a des récepteurs H1 et des récepteurs H2. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les récepteurs H1. Et ces récepteurs, on va les retrouver un peu partout, notamment au niveau du muscle lisse, au niveau de l'épithélium vasculaire, ça va générer une vasodilatation avec œdème, au niveau des leucocytes et au niveau des cellules nerveuses, aussi bien au niveau du système nerveux central que du système nerveux périphérique. Les récepteurs H2, on les retrouve essentiellement au niveau de l'estomac. C'est pour cela qu'il y a des anti-H2 quand il s'agit de traiter un ulcère. Et au niveau, bien sûr, du cœur. Ici, c'est les effets biologiques de la stimulation des récepteurs H1 à l'histamine. Et vous voyez, ça agit un peu partout. Et moi, je suis encore sous le choc coléen parce que là, on nous a montré des images qui étaient un peu bouleversantes. Donc là, vous avez les différents récepteurs qu'on retrouve au niveau des artères, du cœur, de l'intestin, avec les effets biologiques qui vont avec. Vous voyez par exemple au niveau des artères, on a une vasodilatation. La vasodilatation va générer une extravasation de sérosité et de plasma à l'origine d'un œdème qui va boursoufler la muqueuse respiratoire et réduire le calibre de la filière respiratoire. Le cœur, l'effet inotrope, tachycardie. Plutôt inotrope, c'est la contraction qui est meilleure. Au niveau de l'intestin, on a une contraction, une augmentation du péristaltisme. Au niveau de la muqueuse nasale, vasodilatation et hypersécrétion. C'est pour ça qu'on a une obstruction du nez et une rhinorrhée aqueuse profuse. Au niveau de la peau, on a une vasodilatation et ça va générer, quand il s'agit des mastocytes cutanés qui se dégranulent, ça va générer ce qu'on appelle une urticaire, soit superficielle, soit profonde. On va avoir une idée tout à l'heure rapidement. Au niveau du poumon, bien sûr, bronchoconstriction. Et au niveau du système nerveux central, migraine, stimulation de l'éveil et vomissement. Migraine, stimulation de l'éveil et vomissement. Vomissement, et c'est pour cela que les antihistaminiques H1 sont utilisés comme antivomitifs. Et stimulation de l'éveil, en bloquant l'action
de l'histamine, on va entraîner une sédation. Et vous allez voir que l'un des effets secondaires majeurs des antihistaminiques anti-H1 de première génération, c'est la sédation, qui bien sûr va contre-indiquer la conduite automobile, parce que généralement ça génère des accidents. D'accord ? Alors rapidement, bon, c'est la même chose, on va passer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je suis obligé de zapper, pas de zapper, mais de délaguer. Alors, on va passer aux antihistaminiques. Là, vous avez une illustration de ce qu'on appelle les récepteurs, voilà les récepteurs, et là, vous voyez, il y a l'antihistaminique qui va bloquer les récepteurs, donc c'est un antagoniste des récepteurs à l'histamine. Il va bloquer les récepteurs, les saturer, c'est un antagoniste de l'histamine, il va bloquer les récepteurs, les saturer, et empêcher les molécules d'histamine de venir s'articuler au niveau des récepteurs et d'entraîner leur effet leur effet physiologique. Alors, les antihistaminiques sont des antagonistes compétitifs, réversibles pour la plupart d'entre eux, et très sélectifs quand il s'agit des antihistaminiques de deuxième génération. L'histamine et les mastocytes, on les retrouve un peu partout, au niveau de la peau, au niveau des vaisseaux, au niveau de la muqueuse, conjonctivale, nasale, bronchique et intestinale. Et là où il y a une dégranulation, il y a des signes cliniques. Si c'est la conjonctive, on aura des signes de conjonctivite. Et ils inhibent, ces antihistaminiques, ils vont agir en inhibant les effets de l'histamine, c'est-à-dire ils vont inhiber l'effet vasodilatateur, l'augmentation de la perméabilité capillaire, et ils vont réduire bien sûr l'œdème de la muqueuse respiratoire, aussi bien haute que basse. Alors, on va commencer par les antihistaminiques de première génération. Les antihistaminiques de première génération ont été longtemps utilisés, largement utilisés par tous les médecins. Malheureusement, il y a l'effet sédatif qui fait que ces antihistaminiques de première génération sont passés à l'obsolescence, ils ne sont plus utilisés, rarement, exceptionnellement, sauf dans certaines situations bien définies. Sinon, c'est les antihistaminiques de deuxième génération qui sont privilégiés et qui sont utilisés parce qu'ils sont dénués d'effets sédatifs, dénués d'effets anticholinergiques et dénués d'effets adrénergiques. Et bien sûr, cet effet sédatif va faire en sorte pour que le malade, le matin, quand il se réveille, il est complètement patraque, il n'est pas vigilant, il va prendre sa voiture et puis il va faire l'accident. D'accord ? Une des raisons pour éviter ces antihistaminiques de première génération. Et puis cet effet sédatif est majoré par la prise d'alcool, par la prise de médicaments contenant de l'alcool. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments, on ne vous le dit pas, qui contiennent de l'alcool. Alors, les effets indésirables des antihistaminiques de première génération, en plus de l'effet sédatif, vous avez l'effet anticholinergique. Et regardez la liste, et c'est pas joli du tout, et c'est incommodant. Et le patient, il voit sa qualité de vie perturbée par les effets secondaires et les effets adverses des antihistaminiques. Vous avez regardé, on peut citer la constipation, la sécheresse oropharyngée, l'expectoration difficile, parce qu'il y a un assèchement, la dysurie, rétention urinaire. Si vous vous amusez, par exemple, quand vous êtes de garde la nuit et quand vous recevez un sujet âgé avec une rétention urinaire, que vous allez sonder pour le soulager, si vous amusez à demander est-ce qu'il est sous antihistaminique de première génération, vous allez voir que le plus souvent, c'est le cas. D'accord ? Il ne suffit pas de sonder, il faut aller chercher ce pourquoi on a eu cette rétention vésicale. Et une rétention vésicale, c'est très très gênant et douloureux. Vous avez trouble de l'accommodation, vous avez accès d'hypertension intraoculaire, ça peut aggraver un glaucome. Vous avez bien sûr la tachycardie, et puis réaction extrapyramidale, dyskinésie orofaciale. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les effets secondaires ou adverses en rapport avec l'effet cholinergique, anticholinergique des antihistaminiques de type H1. On va aller rapidement. Bon, là, c'est les antihistaminiques, vous les connaissez. Ah, pardon. Ils sont listés ici, malheureusement, on va agrandir. Voilà, selon le CRAT, ce qu'on appelle le centre de tératogénèse, des agents tératogènes. Vous savez qu'il y a, vous allez sur Internet, vous mettez CRAT, centre
des agents tératogènes, qui est domicilié en France à Lille ou à Lyon, je ne me rappelle plus. Il y a des experts qui se penchent sur la pharmacovigilance de tous les médicaments. Et quand vous voulez utiliser un médicament chez une femme enceinte, par exemple, ou qui allait, et vous êtes dubitatif, vous ne savez pas, vous appuyez, il vous donne l'autorisation d'utiliser ou non ce produit chez la femme enceinte, ce qu'on appelle le CRAT. CRAT, le centre des agents tératogènes. Okay. Et là, le 13 juillet 2021, voilà la liste du CRAT concernant les antihistaminiques de première génération. Ils sont listés ici. Alors rapidement, on passe aux antihistaminiques de deuxième génération. Alors pourquoi on privilégie les antihistaminiques de deuxième génération? Pour plusieurs raisons. Premièrement, prise unique. Et vous savez que lorsque vous donnez un comprimé par jour, vous allez améliorer l'adhésion au traitement. C'est ce qu'on appelle l'adhésion au traitement, on appelle ça l'observance. 1. 2. Il n'y a pas d'effet sédatif, ou très peu d'effets sédatifs. Donc on peut les utiliser en toute sécurité. 3. Il n'y a pas d'effet anticholinergique. Toute la liste qu'on a vue, constipation, hypertension oculaire et le reste. D'accord? Il n'y a pas d'effet adrénolytique. Donc il y a une certaine sécurité d'emploi, en plus de l'efficacité. D'accord? Donc, on passe. Alors, molécules plus sélectives ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que les antihistaminiques de première génération, c'est des petites molécules lipophiles qui traversent allègrement et facilement la barrière hémato-méningée et qui vont avoir un effet central sédatif. Là, les antihistaminiques deuxième génération ne peuvent pas traverser la barrière hémato-encéphalique, donc ils n'ont pas d'effet sédatif ou ils ont peu d'effets sédatifs. Pas de propriétés anticholinergiques et adrénolytiques, donc moins d'effets secondaires, bonne tolérance, et enfin, demi-vie plasmatique plus longue, donc monoprise. Un comprimé par jour, excellente observance. Rapidement. Voilà le CRAT en 2021, voilà, il a listé les différents antihistaminiques qu'on peut utiliser en toute sécurité de deuxième génération. Ok. Donc je passe rapidement. Là, c'est juste pour ce qu'on appelle la redondance. Quand on fait une communication et quand il y a une chose intéressante, on revient plusieurs fois. C'est de la redondance. Il faut être redondant. Donc voilà, ça c'est de la redondance. Une plaque avec un message. Les antihistaminiques de deuxième génération ont une demi-vie plasmatique longue et assez longue durée d'action permettant en principe une seule administration qui va améliorer l'observance. D'accord? Alors, quelle est la molécule idéale? La molécule idéale, bien sûr, effet anti-histaminique H1 périphérique, pas d'effet central, donc pas de sédation, pas d'effet sédatif, pas d'effet anticholinergique, pas d'effet adrénolytique et bien sûr action rapide et prolongée. Et toutes ces vertus, on les retrouve dans l'utilisation des antihistaminiques de deuxième génération. Donc voilà la molécule idéale. Donc c'est les antihistaminiques de deuxième génération. Les effets adverses, est-ce qu'il y a des effets secondaires? On va voir rapidement les effets secondaires. Alors, il y a un problème qui s'est posé pendant longtemps, c'est ce qu'on appelle l'allongement de l'espace cuté qui peut générer ce qu'on appelle une torsade de pointe. Et la torsade de pointe, elle peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, mais c'était surtout avec les antihistaminiques de première génération, et surtout lorsqu'on utilise ces antihistaminiques chez des patients qui ont déjà un QT allongé. Ils ne le savent pas. Et surtout lorsqu'on associe ces antihistaminiques avec des macrolides. Méfiez-vous, l'association macrolide antihistaminique, surtout de première génération, il faut l'éviter. Et puis, l'association antihistaminique diurétique, il faut l'éviter parce que les diurétiques allongent l'espace cuté. Donc voilà le message, pas d'association antihistaminique, surtout de première génération macrolide, et pas d'association antihistaminique diurétique parce que le risque, c'est bien sûr, vous avez bien sûr la cimétidine, vous avez le miconazole, les antifongiques, il faut essayer d'éviter ces associations. Alors voilà une torsade de pointe, regardez, torsade de pointe, vous avez un ECG normal ici, regardez,
Et puis là, ça s'emballe, et puis c'est une tachycardie qu'on appelle une torsade de pointe. C'est très très délétère, très très mauvais pour le cœur et pour le... Alors, et puis, vous avez bien sûr les effets centraux. L'action sédative, là aussi c'est de la redondance. L'action sédative, elle est retrouvée essentiellement avec les antihistaminiques de première génération et avec certains antihistaminiques même de deuxième génération. C'est pour cela que même si vous utilisez un antihistaminique de deuxième génération, l'idéal c'est de le donner la nuit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une idiosyncrasie. On n'est pas égaux devant les médicaments, on n'est pas égaux devant le mal et la maladie. Donc il y a des personnes qui peuvent être sédatées, si vous voulez, entre guillemets, lorsqu'ils utilisent des antihistaminiques. La femme enceinte, vous allez voir le CRAT, le centre des agents tératogènes. Toujours, cliquez et vous aurez, voilà ce que dit le CRAT. Le CRAT, il vous dit qu'on peut utiliser toute cette liste. On ne peut pas éteindre ici et allumer là-bas. Le CRAT, il vous donne une liste d'antihistaminiques de deuxième génération que vous pouvez utiliser pendant la grossesse, quel que soit le trimestre. Mais moi je vous dis, ça c'est un avis personnel. Il vaut mieux être circonspect pendant le premier trimestre parce que c'est le trimestre de l'organogénèse. D'accord? Vous n'utilisez les antihistaminiques de deuxième génération pendant le premier trimestre que si vraiment l'allergie sous-jacente, rhinite allergique ou bien urticaire est vraiment invalidant, là, vous êtes en droit d'utiliser. Si c'est léger, vaut mieux sursoir. D'accord? Parce que c'est le trimestre de l'organogénèse. Deuxième, troisième trimestre, vous pouvez utiliser en toute liberté, à condition de ne pas sortir de cette liste que vous voyez ici. OK? Alors, les indications, on va passer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La rhinite allergique. Tout à l'heure, on avait parlé de l'inflammation IgE-dépendante. Eh bien, cette inflammation IgE-dépendante qui met à contribution, bien sûr, les lymphocytes TH0, CD4, les lymphocytes TH2, CD4, et bien sûr, les médiateurs qu'on a cités. Elles se manifestent aussi bien au niveau de la muqueuse nasale qu'au niveau de la muqueuse respiratoire qu'au niveau de la peau. Alors, au niveau de la muqueuse nasale, vous aurez la rhinite allergique, qui est une symptomatologie bien déterminée en réponse à une inflammation IgE-dépendante. Et là, vous aurez bien sûr la triade, prurite, éternuement en salve, rhinorrhée aqueuse bilatérale. Attention, aqueuse bilatérale. Tout ce qui est unilatéral doit être référé à l'ORL, bilatérale. Et puis, obstruction nasale par congestion nasale, par vasodilatation. Ok? La plupart des rhinites sont légères, elles n'impactent pas la qualité de vie, malheureusement. Il y a beaucoup de rhinites qui impactent la qualité de vie. Et puis, il y a une classification, qu'on appelle ARIA. Donc, vous pouvez aller vers cette publication, recommandation pour la pratique clinique, qui émane d'une société savante, ORL, qui est parue récemment en 2020. Il y a tout, absolument tout. Moi, je vous ai fait un petit résumé. Alors ici, vous avez la classification ARIA de la rhinite. C'est très simple. On classe la rhinite selon deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la fréquence de survenue des symptômes au cours de la semaine et au cours de l'année. Le deuxième paramètre, c'est l'impact sur la qualité de vie. Et quand je dis la qualité de vie, c'est le sommeil, l'impact sur le sommeil, l'impact sur le loisir, l'impact sur le travail, l'impact sur la scolarité et l'impact relationnel, parce que quand on a le nez bouché, on ne peut pas parler, on nasonne et on a honte, et on s'isole un peu. Un sujet rhinitique sévère, normal, il se réveille plusieurs fois la nuit, son sommeil n'est pas rafraîchissant, il va faire des apnées du sommeil, et le lendemain, il est fatigué, il est patraque, il va se lever difficilement, il va s'extirper du lit difficilement, et il va traîner son corps pendant toute la journée comme un boulet, et il va faire de la somnolence diurne excessive, et cette somnolence diurne excessive va impacter les performances intellectuelles, cognitives, et impacter les performances physiques, et bien sûr, prédisposer à l'accidentologie de travail et de la route. Donc, je ne peux pas vous développer ça, ça prend une heure. Donc, voilà la classification ARIA. On classe la rhinite en 4 stades, et en fonction de ces 4 stades, on va donner un traitement codifié. Alors, d'une manière générale,
les antihistaminiques, ils agissent essentiellement sur la triade précoce, qui survient dans la minute même de l'exposition aux allergènes, c'est-à-dire prurite, rhinorrhée, aqueuse bilatérale et éternuement en salve. Ça, c'est l'action de choix des antihistaminiques. Ils agissent très peu sur la congestion nasale et sur l'obstruction nasale. Quand vous avez un malade, parce que là vous avez deux phénotypes, le rhinitique, quand il vient vous voir, il va vous voir pour deux raisons. Il y a deux phénotypes. Il y a le phénotype, le nez qui coule, parce que toute la journée il va se moucher, là c'est les antihistaminiques. Il y a le phénotype, le nez bouché, là, antihistaminique, plus corticoïde topique local endonasal. D'accord? Donc retenez, prurite, rhinorrhée, aqueuse, bilatérale, éternuement, salve, c'est les antihistaminiques. Quand il s'agit de l'obstruction nasale, par congestion nasale, par œdème et par vasodilatation, j'associe un corticoïde topique qui est un anti-inflammatoire, un puissant anti-inflammatoire pour libérer la filière nasale. Rapidement, donc excellent profil de tolérance, simple utilisation, monoprise quotidienne. Donc là, j'ai tout dit pratiquement. Voilà. Donc j'ai tout dit, je suis obligé de faire vite. Excusez-moi. Alors, je pense qu'on peut passer, Voilà, regardez ici, ce tableau, très intéressant. Regardez les antihistaminiques et les corticoïdes, et voilà les symptômes. Regardez, quand il s'agit d'une congestion nasale, obstruction nasale, c'est les corticoïdes, topiques, endonasales. Quand il s'agit de la rhinorrhée, de l'éternuement et de l'épruite, c'est les antihistaminiques de deuxième génération. D'accord? Alors, l'urticaire, c'est une dermatite ou affection dermatologique inflammatoire qui est due à un mastocyte instable. Et je vais vous étonner en vous disant que l'urticaire n'est pas allergique, il est auto-immun. La proportion de l'allergie dans l'urticaire, elle est minime, 10 à 30%, pas plus. D'accord? Et le mastocyte, il est instable, pour une raison donnée. Et ce mastocyte instable, pour n'importe quelle stimulation, il va dégranuler. Et ce mastocyte, comme il siège au niveau du derme, au niveau de la peau, il va générer une vasodilatation et une inflammation au niveau de la peau. Dans la traduction, c'est soit un urticaire superficiel, soit un urticaire profonde. Alors l'urticaire superficiel, ça se traduit par des papules, c'est-à-dire un relief. Vous avez un relief quand vous promenez le doigt, okay, vous allez avoir une petite bosse, un relief, ce qu'on appelle un relief, c'est une papule. Cette papule, elle est érythémateuse, elle est rougeâtre, elle est prurigineuse, ça gratte. Elle est en cardiogéographie, elle est labile, ça veut dire elle va durer moins de 24 heures, elle évolue par poussées successives et elle va disparaître en moins de 24 heures sans laisser de traces. Tout aspect d'urticaire qui perdure au-delà de 24 heures, qui n'est pas accompagné par un prurite, qui laisse une cicatrice ou une trace, n'est pas un urticaire. C'est autre chose. Je ne peux pas vous développer ça parce qu'il faut un cours sur l'urticaire, il faut une présentation sur l'urticaire. Donc, et puis vous avez, donc l'urticaire superficiel, il touche la partie superficielle de la peau, c'est-à-dire le derme. Par contre, l'urticaire profonde, ça touche la partie profonde, okay, ça touche bien sûr l'hypoderme, et ça génère un œdème qui va boursoufler, souffler la peau, et la peau va gonfler. On a une sensation de tension, c'est pas rouge, c'est plutôt blanchâtre, et on a une sensation de tension, et ça touche essentiellement le visage, la lèvre, la paupière, et ça donne cet aspect que vous voyez ici. Okay, et le risque, bien sûr, de l'urticaire profonde, il y a un diagnostic différentiel qu'on appelle l'urticaire profonde ou l'angioëdème bradycinique, qui lui va toucher le larynx et générer un œdème de Quincke avec asphyxie et les gens meurent rapidement. Et c'est là où il faut utiliser l'adrénaline, même à travers le tissu. On n'a pas le temps de réfléchir. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a un risque d'asphyxie par œdème laryngé, on dote les malades de ce qu'on appelle des kits avec des seringues à insuline à utiliser qui portent sirop. D'accord?
Mais généralement, dans l'urticaire profonde, si vous voulez, hors bradykinine, il y a moins d'atteinte glottique. Bon, on passe. Donc il y a les recommandations européennes émanant de 2009, et les Français, comme toujours, ils traduisent les recommandations européennes et les recommandations anglo-saxonnes et américaines, et ils viennent rouler des mécaniques chez nous pour faire des communications. Et bien ils ont mis, regardez, 2009, hein. Après il y a eu 2016, et ils ont mis plus de 5 ans à pondre leurs recommandations, et c'est du coller, comment on dit, copier-coller des recommandations européennes. D'accord? Alors voilà les recommandations rapidement. Donc quand il s'agit d'un urticaire chronique, alors quand on dit urticaire spontané chronique, ça veut dire que ce n'est pas un urticaire inductible. L'urticaire inductible, il est induit par quelque chose. Par exemple, l'urticaire solaire, l'urticaire au froid, l'urticaire adrénergique. Ça, ils sont induits par l'urticaire à la pression prolongée. Là, c'est un urticaire spontané. Il n'y a pas de cause. Et chronique, ça veut dire que ça dure, il y a des poussées successives d'urticaire. Chaque poussée va durer moins de 24 heures, mais ça s'étale sur plus de 6 semaines. On parle de chronicité. Là, on intervient. Premièrement, on va donner, dans un premier temps, un antihistaminique, bien sûr anti-H1, de deuxième génération, non sédatif, non anticholinergique, à dose AMM. La dose AMM, c'est quoi? C'est un comprimé. Pendant 4 semaines. 2 semaines à 4 semaines. S'il y a une réponse, on maintient le traitement. S'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? On va quadrupler la dose. Alors attention, là, qu'est-ce qu'ils ont mis? Antilocotriel, vous oubliez, hein, il a été abandonné récemment. En 2000, j'ai les recommandations, les dernières recommandations de 2020, les antilocotriels ont été abandonnés. Donc retenez, on n'utilise plus les antilocotriels associés aux antihistaminiques. Donc, antihistaminique dose AMM, un comprimé par jour pendant 2 semaines à 4 semaines. Résistance au traitement, je quadruple la dose. 4 comprimés. Vous avez le choix entre donner 4 comprimés bombés, ou vous avez le choix entre aller crescendo dans l'escalade thérapeutique. 2 comprimés, 3 comprimés, 4 comprimés. S'il répond à 2 comprimés, tant mieux, vous arrêtez. S'il ne répond pas, je passe à 3 comprimés. Il répond à 3 comprimés, c'est bon, sinon je passe à 4. Donc 2 possibilités, d'emblée 4 comprimés, ou bien aller crescendo vers les 4 comprimés. Le problème, c'est comment donner au cours de la journée. Est-ce qu'on va donner un comprimé le matin, un comprimé à midi, un comprimé à 16h, un comprimé le soir? Là, les gens ne sont pas d'accord, mais la majorité plaide en faveur de 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. D'accord? Là, dès qu'on a un effet probant sur l'urticaire, ça disparaît, il n'y a plus rien, on va commencer à dégringoler, diminuer, par palier de 15 à 20 jours, okay, jusqu'à retenir la dose minimale efficace qui permet à l'urticaire de ne pas revenir. D'accord? Alors, si maintenant, au bout de 4 comprimés d'antihistaminique, vous avez une résistance de l'urticaire, il est récalcitrant, il est rétif, il est résistant, là, vous passez la main aux internistes. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est une urticaire réellement? Chronique spontanée. Est-ce qu'en dessous, il n'y a pas une maladie générale, une maladie systémique, une connectivite, une vascularite? Et là, il faut faire un bilan. Alors retenez, on ne fait jamais de bilan devant une urticaire spontanée chronique, si elle répond au traitement. Ça ne sert à rien. Malheureusement, tous nos médecins, le maladie vient avec une urticaire, il lui remplit l'ordonnance, fais-moi ça, ça, ça. Non, on ne fait de bilan exhaustif que si l'urticaire résiste au traitement antihistaminique à 4 comprimés. Là, on est en droit de faire un bilan, entre autres un bilan thyroïdien, parce que la thyroïdite auto-immune peut être accompagnée d'une urticaire. D'accord? Alors, et puis bien sûr, les internistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre soit un immunosuppresseur, type cyclosporine, soit une biothérapie, type anti-IgE. Ça, le choix, bien sûr, entre les deux. Voilà, je pense qu'on a terminé. Alors, à noter que la crise d'asthme et le choc anaphylactique ne sont pas des indications des antihistaminiques. C'est l'adrénaline, bien sûr, pour le choc anaphylactique. Et pour la crise d'asthme, c'est les nébulisations de bêta-2 agonistes et d'anticholinergiques de synthèse. Et puis, vous avez ça, et je termine. Alors, voilà, il y a beaucoup de pharmaciens.
Très bien. Merci beaucoup. 2 minutes, hein. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Alors, les pharmaciens, est-ce que vous avez des jeunes qui viennent chaque fois demander un flacon de codéine ou un flacon de promethazine comme sirop? Tous les jours. Est-ce que vous êtes posé la question pourquoi? Mais c'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient des États-Unis. Et ça a gagné l'Europe, et maintenant ça a touché l'Algérie. C'est ce qu'on appelle the purple drink. Drink, c'est boire. Purple, parce que la couleur est mauve. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un soda, c'est-à-dire une bouteille de Sprite, des litres. Ils mettent un flacon de promethazine, un flacon de codéine, et puis ils se shootent avec. Alors, méfiez-vous. Voilà, c'est une publication qui est apparue. Quelle date? Je ne vois pas, moi, je ne vois pas. Quelle date? 2017. Publication apparue en 2017. Intoxication aiguë lors de l'usage détourné des médicaments antitussifs et antihistaminiques chez les adolescents et jeunes adultes. C'est ce qu'on appelle le mésusage. Mésusage. Voilà. Donc, vous voyez, Sprite, promethazine et codéine, hein, un flacon, et se shoot avec, voilà. Voilà, il est parti, voilà, dans les vapes. Voilà, miskin. Pour ne plus revenir, ok? Voilà, bon, il y a autre chose, mais bon, on s'arrête là, hein. On s'arrête là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement. Je vous remercie. Je vous ai rajouté 10 minutes parce que la communication a été très intéressante et parce que ça touchait beaucoup d'Algériens, la réalité l'irtuka. Ah, bien sûr. Je vous remercie une autre fois. On peut se permettre à 10 minutes de débat avant la remise de la trophée pour libérer M. Nahal. Il a une autre conférence. On l'a fait ici, normalement. On l'a fait ici ou là on se déplace? On se déplace. Très bien, d'accord. Si vous avez des questions, on a 10 minutes. Alors, il n'y a pas de question bête. La question que l'on ne pose pas, ok? C'est important. Non. J'ai perdu le fil des traits. Il n'y a pas de question bête. Hein. Donc, allez-y, hein, il faut poser des questions. Monsieur Nahal. La place de la désensibilisation. Alors la désensibilisation, on l'appelle actuellement la vaccinothérapie parce que quand il n'y a rien à ajouter à la belle, comme quand ils sont bloqués, les experts, ils changent de dénomination, de terminologie. Donc ils parlent d'immunothérapie, de désensibilisation, actuellement ils disent vaccinothérapie. MAJ. Alors la désensibilisation, c'est quoi? C'est d'injecter ou bien d'instiller, hein, en sous-cutané. Actuellement, la voie sous-cutanée est abandonnée, c'est la voie sublinguale, orale, soit c'est des gouttes, soit c'est des comprimés, c'est cher. Okay. Pourquoi on a éliminé la voie sous-cutanée? Parce qu'elle est sujette à donner des chocs anaphylactiques. Et quand vous avez un choc, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir, c'est la mort dans les 5 minutes. Maintenant, c'est des gouttes qu'on dépose sur la langue, ou sous la langue, et ou bien c'est des comprimés. Très bien tolérés, les gouttes et les comprimés sont très bien tolérés, et on va aller crescendo, donner des doses très, si vous voulez, infinitésimales, entre guillemets, puis aller crescendo, augmenter la dose, pour assurer ce qu'on appelle une tolérabilité, plutôt pour mettre en place une tolérance, rendre le patient tolérant aux allergènes vis-à-vis duquel il est intolérant. D'accord? Et cette désensibilisation, malheureusement, ça demande 3 à 5 ans de suivi. Il y a très peu d'Algériens qui vont rester sous traitement pendant 3 à 5 ans. Très peu. Okay, et ça donne de très bons résultats quand il s'agit de la rhinite allergique. Okay, et quand il s'agit de la rhinite allergique aux acariens. Et puis on peut l'utiliser dans certains asthmes légers associés à une rhinite allergique, voire même modérés associés à une rhinite allergique. Alors le problème, on intervient avec la désensibilisation que si la rhinite n'est pas contrôlée par un traitement optimal. Si vous obtenez un traitement, un contrôle parfait de l'asthme ou de la rhinite par un traitement optimal, ce n'est pas la peine d'aller vers une désensibilisation qui va durer 3 à 5 ans. Malheureusement, les médecins qui font la désensibilisation n'ont pas bien saisi le fait qu'au bout de 6 mois, 1 année à la rigueur,
s'il n'y a pas réduction des symptômes et réduction de la consommation médicamenteuse, il faut abandonner la désensibilisation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met le malade sous désensibilisation et on le bourre d'antihistaminique. Lui, bien sûr, il est soulagé. Mais c'est l'antihistaminique qui l'a soulagé et non pas la désensibilisation. Deuxièmement, la désensibilisation, il faut qu'il soit monosensible. Maintenant, s'il a plusieurs sensibilisations, c'est très difficile à mener. Ce n'est pas une contre-indication, mais c'est très difficile à mener une désensibilisation à plusieurs allergènes. Donc, il vaut mieux que ça soit monosensibilisation, un seul allergène, et un allergène qu'on ne peut pas éviter. Si maintenant l'enfant il est allergique aux allergènes du chat, il faut écarter le chat. On ne va pas le désensibiliser aux allergènes du chat pendant 5 ans alors qu'il faut mettre le chat dehors. Quelqu'un qui fait l'équitation et il est allergique au squame, je ne sais pas, de cheval, on ne va pas lui faire une désensibilisation de 5 ans. Sauf si vraiment c'est sa profession. Là, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, au préalable, des tests cutanés allergologiques qui vont montrer la sensibilisation à tel allergène. Deuxièmement, il faut que l'histoire clinique soit conforme aux données des tests. Je vais vous expliquer ce que c'est ça. Par exemple, j'habite à 1200 mètres d'altitude. J'ai une rhinite allergique. On me fait des tests et on me dit, vous êtes allergique aux acariens. Et on va vous désensibiliser aux acariens. Ça ne marche pas. Parce qu'à 1200 mètres d'altitude, il n'y a pas d'acariens. Donc ma rhinite n'est pas due aux acariens. Donc l'histoire clinique n'est pas compatible avec les tests cutanés allergologiques. Moi, j'ai une rhinite saisonnière qui est censée être une polymose. Et puis on me fait des tests, on me dit, vous êtes allergique aux acariens, on va vous désensibiliser. L'histoire clinique n'est pas conforme aux données. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. C'est très important. Monsieur Nahal, on vous remercie pour votre excellente communication. Ma question, c'est l'utilisation des antihistaminiques par voie inhalée chez un malade qui a une rhinite allergique. Antihistaminique, ça dit pas de c'est pas la voie inhalée, c'est la voie topique locale. Local, oui. Ça existe actuellement, je pense qu'il y a un produit. Hein. Je pense qu'il y a un produit. Chromoglycate. Le chromoglycate n'est pas un antihistamique. Ah, Nazalast. Alors, c'est quoi? Nazalast, c'est un antihistamique. Alors, le chromoglycate disodique, il a été utilisé longtemps dans l'asthme et dans la rhinite. Il a été abandonné dans l'asthme. C'est un stabilisant de la membrane mastocytaire. Il va rendre la membrane mastocytaire plus stable et il va contrecarrer, éviter et prévenir la dégranulation et la libération d'histamine. Actuellement, je sais qu'il y a un produit local endonasal, mais je n'ai pas d'expérience. C'est quoi Nazalast. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est des antihistaminiques. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de contre-indication à utiliser la voie locale topique. Hein. On vous remercie infiniment. C'est la dernière question. On est prêt par le temps parce qu'il y a la pause café il y a la pause café et il y a Madame Voilé qui nous attend. Ok. Très bien. Très bien. Maintenant, le malade vient, moi je le conseille, je lui explique l'ICE2. Il me dit, sans lui, je ne peux pas respirer. Très bien. Alors, aidez-nous je ne sais pas comment conseiller le malade, et est-ce qu'on peut donner le sérum salé avec très bien. Des huiles essentielles? Voilà. Non, les huiles essentielles, il n'y a pas de... Les huiles essentielles, moi, j'ai absolument aucune expérience en matière d'huile essentielle. Sincèrement, j'ai pas. Par contre, j'ai attiré votre attention. Le malade, quand il met un produit topique, ce que les pharmaciens et les médecins ne conseillent pas aux malades, c'est pas ça. Là, c'est dans l'estomac. C'est ça. Ça. Juste pour étaler le produit. C'est pas allongé, c'est assis. Très bien. Maintenant, quand il s'agit de produits lipidiques, n'oubliez pas qu'il y a une pathologie respiratoire qu'on appelle la pneumonie huileuse. La pneumonie huileuse, qu'on retrouve surtout chez les vieux et les vieilles, qui utilisaient des excipients huileux pour le nez,
Il y avait, à l'époque, c'est pour les pharmaciens qui travaillaient dans les années 70 et qui utilisaient des laxatifs parce qu'ils avaient une constipation, parce qu'ils ne bougeaient pas, ils ne marchaient pas. Et en utilisant les laxatifs et les produits huileux, il y a des micro-inhalations qui passent dans les branches et ça entraîne ce qu'on appelle des pneumonies huileuses. Maintenant, revenons au sérum salé. Le sérum salé, il n'y a pas de problème. On l'utilise chez l'enfant, chez le nourrisson, chez le bébé, chez l'adulte, il n'y a absolument pas de problème. Très bien, je termine. Maintenant, le Respibien, c'est ce qu'on appelle, comment on les appelle? Les vasoconstricteurs. C'est les vasoconstricteurs. Les vasoconstricteurs, on les donne pour 5 jours, pour passer un cap difficile. Pas plus. Mais malheureusement, quel est le pharmacien? Je vais vous poser une question qui va vous étonner. Il y en a qui entrent une chauffe. Non, ça. Quel est le pharmacien qui a refusé le quota de Respibien avec l'anneau? Quel est le maquillage? Si. Est-ce que vous avez du Respibien que vous avez dès l'entrée accroché avec un anneau? C'est comme une, comment on appelle ça? Un porte-clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'emblée le malade, il va le mettre comme un porte-clés. Il va l'utiliser à tout bout de champ. Et bien, refusez que les Respibiens soient dotés d'un porte-clés. Ok? Le Respibien, c'est 5 jours pour passer un cap. Si vous l'utilisez au long cours, ça va donner une rhinite, ce qu'on appelle médicamenteuse, iatrogénique, qui est plus sévère que la rhinite allergique, parce qu'il y a une atrophie de la muqueuse. Mais en plus, il peut générer une rétention vésicale, il est contre-indiqué, peut générer un glaucome, pousser du glaucome, il est contre-indiqué chez les coronaropathes, il est contre-indiqué chez les hypertendus, d'accord? C'est pour cela que quand vous le donnez, il faut bien spécifier. Ça, c'est le message officinal. C'est ça le message officinal qu'on doit donner aux patients, d'accord? Maintenant, je reprends, maintenant, le malade, il vient vous voir. Il vous dit, donnez-moi du Respibien. Il revient. Ça veut dire quoi? Sans lui, je ne peux pas vivre. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que c'est une rhinite récalcitrante au traitement. Là, il faut référer à l'ORL. Une rhinite peut cacher un cancer, et une rhinite peut cacher un cancer de l'ethmoïde. Une rhinite peut cacher un corps étranger, peut cacher une déviation de la cloison nasale, peut cacher une vascularité véginaire, peut cacher une sarcoïdose, peut cacher... C'est pour cela que dès que la rhinite résiste au traitement, avant d'aller dans l'escalade thérapeutique, l'ORL, nasolaryngoscopie, il n'y a rien, il revient, je peux aller dans l'escalade thérapeutique. C'est comme la corticothérapie. Péros, on a le droit de donner des corticoïdes par voie péros pendant 5 jours, lorsque vraiment le malade, il a le nez, j'ai un examen, j'ai le bac. Je me réveille avec le nez complètement bouché, je ne peux pas respirer. Je prends des corticoïdes pendant 5 jours, le temps de passer le bac. Ça disparaît, mais je ne vais pas les prendre au long cours. Et ça, c'est l'éducation, comment on appelle ça, l'éducation sanitaire? Thérapeutique. C'est le pharmacien, l'infirmier, je ne sais pas, le médecin, c'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte. J'aimerais bien que le médecin, c'est-à-dire 4 jours, 5 jours, on fait la posologie. Parce qu'il y a parfois... Il faut qu'il mette. Mais vous appelez le médecin. J'ai fait le conseil officinal pour les pharmaciens à Oran et à Alger, concernant la rhinite allergique, concernant l'asthme, la BPCO et concernant l'urticaire. J'ai même fait le conseil officinal concernant la Covid-19 pour les pharmaciens. Je peux revenir et vous faire le conseil officinal. C'est un sujet très important, ça nécessite une journée de formation, c'est pas 1 heure. Vous attendez, Monsieur Nahal, on va vous remercier beaucoup, on va vous donner un petit trophée, un petit cadeau pour et à la prochaine, Inch'Allah. Moi, je veux un grand cadeau. Il a ça. C'est qui la personne qui va donner? C'est qui la personne qui va donner le grand cadeau à Monsieur Nahal? Abdel Halim. On appelle Monsieur Abdel Halim. Abdel Hamid. C'est un membre du Conseil national du syndicat. Je vais le piéger. Comment on appelle les gens de TSMC, les 6 points TSMC? Ah là, TSMC, t'imagines, vers la salon, Les Tissim Siritois. Merci beaucoup.
présentation. Maintenant, vous êtes tous invités à une pause café de 20 minutes. S'il vous plaît, soyez ponctuels, parce qu'il y a juste après la conférence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 5 minutes, pour 5 minutes, s'il vous plaît. Juste après la pause café de 20 minutes, on a une conférence très importante et très intéressante qui va être présentée par Dr Boali. On s'excuse parce qu'il y a un décalage du programme. Les pharmaciens Madjaouch Bakri, les médecins Manadr, les pharmaciens Manchar. Madjaouch Bakri, il y a un décalage. Mais juste, c'est l'insuffisance veineuse, c'est très important.